Insuffisance ovarienne, que faire? Dans cette vidéo, nous allons parler de ce qu'il est important de faire en cas d'insuffisance ovarienne. Nous allons aborder l'importance de connaître son contexte ovarien, mais également son contexte physiologique, d'avoir une idée très claire de l'état du spermogramme qui est très important quand on a une situation d'insuffisance ovarienne, et aussi de bien connaître les priorités et les étapes. Bonjour, je suis Virginie Terrier, je suis la cofondatrice de Fertiline. Bonjour, je suis Adva Grundmann et je suis la cofondatrice de Fertiline. Si vous aimez nos contenus vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions sur nos solutions ou la manière dont nous pouvons vous aider, n'hésitez pas à réserver un bilan de situation avec l'une de nos collaboratrices. Avant toute chose, lorsque vous avez un contexte d'insuffisance ovarienne, il est important d'établir avec votre médecin est-ce que cette insuffisance ovarienne a une cause par exemple médicale, connue ou génétique chez vous, ce qui est quand même relativement rare, mais si c'est le cas, c'est donc une situation médicale qui doit être prise en charge sur le plan médical. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des insuffisances ovariennes sont ce qu'on appelle idiopathiques. Idiopathique, ça veut dire qu'on ne connaît pas la cause et que du coup, on doit travailler sur ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît, c'est surtout les facteurs de terrain qu'on va aborder juste ici. La première attitude qu'il ne faut pas louper en cas d'insuffisance ovarienne, c'est d'établir un état du fonctionnement des ovaires et en réalité du fonctionnement hormonal. Pour cela, il y a des éléments qui sont vraiment clés et parfois qui ne sont pas faits pendant très longtemps dans un suivi d'infertilité. Donc assurez-vous d'avoir déjà réalisé ces examens. Le premier examen, c'est l'AMH en fait, qui est le reflet en quelque sorte de la dynamique de l'ovaire. Attention, une AMH basse ne veut pas dire que vous êtes en situation d'infertilité ou ne veut pas dire que vous n'allez jamais réussir à être maman. Ce n'est pas du tout ça. On a d'ailleurs pas mal de contenu vidéo sur l'AMH qui vous explique tout ça. Mais l'AMH permet de comprendre à quel point vos ovaires sont actifs. Donc l'AMH est une des mesures à réaliser. L'autre mesure à réaliser, c'est le comptage des follicules en trop qui se fait au 5e jour du cycle chez votre gynécologue. Et là, c'est intéressant de voir si ce comptage est normal ou si il est insuffisant, et donc l'AMH normalement doit être corrélé au comptage des follicules en trop. Parfois on se retrouve avec une AMH qui est plutôt basse, un comptage qui est plutôt haut. Après, c'est intéressant de voir aussi si vous avez déjà fait des stimulations pour une FIV ou pour une insémination, comment vous avez répondu à cette stimulation. En fait, la réponse à une stimulation donne une indication du degré d'insuffisance ovarienne et notamment de comment gérer derrière cette insuffisance ovarienne, comment essayer d'impulser justement la dynamique de l'ovaire. Un autre élément d'analyse du fonctionnement de l'ovaire, c'est aussi les courbes de température. Quand vous réalisez vos courbes de température, ça vous permet de voir si vous avez bien deux phases, si vous avez bien des cycles ovulatoires et quelle est la différence de température entre vos deux phases, puisque plus la différence est grande, plus votre dynamique hormonale est puissante en réalité. Quand on a des courbes qui sont finalement très linéaires, avec un léger décrochage ou pas de décrochage, ça veut dire qu'effectivement on a une dynamique ovarienne qui est vraiment perturbée, qui est vraiment ralentie. Et puis un autre élément à investiguer, et ça on en parle trop peu souvent dans les situations d'insuffisance ovarienne, c'est est-ce qu'il y a ou non de l'endométriose. Est-ce que cette question a déjà été justement posée? Est-ce que vous avez déjà fait des recherches autour de l'endométriose? Puisque le tissu endométrial, si il est justement au niveau de l'ovaire, et si vous avez par exemple un endométriome au niveau de l'ovaire, cela peut vraiment créer des difficultés pour vos ovaires à maturer les follicules et ça peut créer vraiment une intoxication des follicules, ce qui fait que finalement on a des situations qui sont vraiment assimilées à des insuffisances ovariennes mais qui sont en lien avec un climat d'endométriose. Donc c'est aussi un élément à chercher. Donc AMH, comptage folliculaire, courbe de température et endométriose ou pas endométriose. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est quel est le contexte physiologique global. Quand on parle du contexte physiologique, en fait, on parle de l'intégralité du corps, c'est-à-dire système digestif, système de gestion du stress, de tout l'équilibre hormonal général, puisque en fait, l'insuffisance ovarienne est une problématique d'épuisement. C'est un épuisement du fonctionnement ovarien. Et souvent, un épuisement n'est pas isolé. On le voit sur plein de systèmes. Quand vous avez un système épuisé, il est fort probable que soit vous ayez d'autres systèmes qui prennent toute l'énergie parce qu'ils sont en suractivité, ou soit que tout le corps soit épuisé pour une raison ou pour une autre. Notamment dans un contexte de burn-out, en fait, d'épuisement lié au stress. Alors, quand je parle de stress, c'est pas forcément un stress psychologique. Par exemple, une infection, une inflammation chronique
est un stress physiologique et ça peut créer un effondrement hormonal aussi. Donc par exemple dans une situation de stress chronique, on peut avoir à terme un effondrement de système, c'est-à-dire un système de gestion du stress qui s'effondre, un système hormonal qui s'effondre et évidemment dans ce contexte-là, on peut avoir l'établissement d'une insuffisance ovarienne tout simplement puisque l'organisme tout entier manque de ressources. Donc dans une insuffisance ovarienne, souvent on va avoir l'œil fixé sur les ressources de l'ovaire, par l'AMH, le comptage folliculaire et c'est intéressant, mais c'est pas le seul élément. En fait, si votre organisme entier est épuisé, bien évidemment que vos ovaires vont être épuisés, mais c'est pas juste l'ovaire qui est à réparer, dans ce cas-là, c'est pas juste le fonctionnement ovarien, c'est le fonctionnement du corps en général et de rétablir vraiment une dynamique et un équilibre qui soit vraiment convenable. Notamment, si vous avez un épuisement, il existe des signes et peut-être que vous les reconnaîtrez chez vous. Par exemple, le réveil précoce le matin peut être un signe d'épuisement. Les douleurs ou une sensation de fatigue dans le bas du dos, ça peut être en lien avec justement un épuisement. La frilosité peut être en lien avec une situation d'épuisement. Des variations de température aussi. Une fatigue intense, injustifiée. Par exemple, vous faites votre journée et d'un coup à 16h, bam, vous avez un excès de fatigue. Des difficultés à vous lever le matin, à démarrer le matin. Il y a beaucoup de signes qui peuvent être des indicateurs d'un état d'épuisement qui est en cours ou d'un organisme qui est en épuisement depuis plusieurs années. Puisque, attention, parfois, moi je vois des personnes qui me disent « Mais non, en fait, je pense pas que je sois en épuisement. » Mais c'est juste que parfois on ne s'en rend plus compte puisque ça dure depuis 10 ans ou depuis 15 ans et le système s'est habitué à vivre en mode ressources basses, mais tout est en ressources basses et les ovaires y compris. Le troisième élément, et là vous allez vous dire, mais de quoi elle parle? On parlait d'insuffisance ovarienne. Je voulais vous parler du spermogramme. Parce que, en fait, dans le cas d'une insuffisance ovarienne, on sait que les ovaires vont avoir tendance à produire moins d'ovocytes, en tout cas sous stimulation, parce qu'ils vont toujours produire en réalité la même quantité d'ovocytes sur un cycle naturel. Mais lorsqu'on va stimuler, pour une FIV, on va avoir moins d'ovocytes. C'est-à-dire que si vous avez une situation d'insuffisance ovarienne et que vous êtes dans le cadre de protocoles en médecine de la reproduction, eh bien, il faut viser à tout prix une amélioration du spermogramme. Puisque, vu que les ovocytes deviennent très très précieux dans une insuffisance ovarienne, vous devez les mettre en contact avec des spermatozoïdes qui sont d'excellente qualité. Donc, assurez-vous d'avoir un spermogramme d'excellente qualité, c'est-à-dire avec une mobilité suffisante, une typicité suffisante, et peut-être d'aller doser dans le spermogramme des indices très précis, comme la qualité de l'ADN, c'est-à-dire les index de fragmentation de l'ADN et de décondensation de l'ADN qui vont vous assurer que vous êtes en train d'utiliser des spermatozoïdes qui ont un matériel génétique de qualité et qui peuvent vraiment créer des embryons qui ont un potentiel de développement. Donc ça, on l'oublie souvent, puisque quand il y a une situation d'insuffisance ovarienne, on est très focalisé sur la femme, puisqu'on veut des ovocytes, des ovocytes, des ovocytes, mais il faut aussi penser à la partie masculine et se dire, tiens, une fois qu'on a ces ovocytes qui sont si précieux, eh bien, il faut à côté des spermatozoïdes qui aient un super potentiel. Pour cela, nous avons une capsule vidéo autour du spermogramme et des conseils pour améliorer un spermogramme et je vous conseille fortement d'aller la voir et de mettre en application le plus rapidement possible ces conseils chez monsieur. Le dernier élément, c'est que lors d'une situation d'insuffisance ovarienne, on a quand même la montre en main. C'est-à-dire qu'en permanence, on doit gagner du temps et il faut bien définir ses priorités. Raison pour laquelle je vous dis tout de suite, vous devez établir un bilan. Tout de suite, vous devez établir un spermogramme. Il faut vraiment définir les étapes et vous dire, ok, première chose, on bilante le côté ovarien, on bilante le spermogramme, on bilante le côté justement physiologique. Quels sont les systèmes épuisés? Nous, c'est ce qu'on fait en permanence dans nos programme, aller chercher quels sont les systèmes épuisés et comment on va relever en fait ces systèmes, comment on va ramener de la ressource, mais sans oublier qu'une folliculogénèse, en fait, la production totale d'un ovocyte, c'est plus de 6 mois, c'est quasiment 7 mois en fait. Donc, bien évidemment, on sait que travailler sur une insuffisance ovarienne, ça prend un certain temps et il faut le faire donc le plus rapidement possible dès qu'on a connaissance de la situation et il faut établir des étapes. Donc vraiment l'étape diagnostic du fonctionnement de l'ovaire, diagnostic du fonctionnement physiologique général et ensuite de mettre en place le plus rapidement possible les actions en mettant des priorités et en mettant des étapes. C'est-à-dire en se disant peut-être que on va augmenter les ressources pendant 3 mois et ensuite aller en médecine de la reproduction pour voir ce que donnent les efforts qu'on a mis en place. Peut-être d'observer les courbes de température. Par exemple, quand on suit des couples de patients, bien évidemment, en permanence, on va observer les courbes pour voir si on est en train de gagner en dynamique ovarienne ou non.
Et si on est en train de gagner en dynamique ovarienne, on se dit ok, très bien, on continue à gagner sur 1 mois, 2 mois de plus, et si le travail de l'ovaire est stable et en amélioration, on continue comme ça. Par contre, si à un moment donné, on voit que les ovaires continuent à s'épuiser, ça veut dire qu'il faut passer à l'étape 2. Il faut passer plus rapidement à la PMA. Il ne faut pas griller les étapes, mais il ne faut pas non plus trop les repousser quand on a une insuffisance ovarienne. Donc ça, c'est un élément clé d'être bien accompagné pour définir vos priorités, définir les étapes. Pour nous, c'est des choix qu'on fait en permanence, en réalité, pour les couples qu'on accompagne. Mais c'est vrai que déjà, en ayant une très bonne idée, une très bonne compréhension du contexte, c'est difficile de faire ces choix-là. Alors j'imagine que quand on est le couple et pas forcément très bien accompagné dans les choix, c'est encore plus dur. Donc si vous avez des doutes, en réalité, d'avoir quelqu'un qui vous accompagne pour faire les bons choix, c'est probablement ce que vous pouvez faire de mieux pour gagner du temps et aussi gagner de l'argent en réalité, parce que ça va vous éviter probablement de faire des FIV pour rien ou de vous déplacer pour rien. Connaître son contexte, c'est ça aussi que ça permet. Dis-moi Virginie, est-ce qu'il y a des attitudes spécifiques en FIV lorsqu'on est en insuffisance ovarienne? Parce qu'on a énormément de personnes, évidemment, qui viennent vers nous pour des FIV. Oui, alors bien sûr. Déjà sur le plan médical, on voit pas mal d'attitudes différentes. En FIV, on voit beaucoup de protocoles différents. Et c'est très compliqué de se positionner sur une insuffisance ovarienne quand on connaît mal son contexte ou quand on connaît peu le contexte de la personne. Nous, on a l'avantage, quand on accompagne des couples, de connaître de plus en plus leur contexte et de pouvoir orienter sur les bons choix. Mais effectivement, il faut avoir des attitudes particulières en FIV. Et il y a 2 attitudes particulières assez extrêmes en fait qu'on va retrouver. C'est en gros sur une insuffisance ovarienne, soit on prend le chemin d'hyperstimuler et donc dans ce cas on espère avoir beaucoup d'ovocytes et ça peut fonctionner ou ça peut ne pas fonctionner, ça dépend vraiment du profil. Sur le profil d'une personne qui n'a plus de ressources, hyperstimuler c'est souvent une très mauvaise idée parce que finalement ça va épuiser le fonctionnement ovarien, ça va faire chuter la AMH et on le voit, on peut avoir une AMH qui chute après une stimulation très forte sur un tableau d'insuffisance ovarienne. On a cette orientation là hyperstimulée ou on a une autre orientation qui peut être hypostimulée ou avoir des protocoles très proches de la physiologie, notamment au niveau des transferts où on va optimiser un petit peu la physiologie, on va la cadrer, on va la synchroniser, mais en fait on ne va pas être en extra-physiologique et dans ce cas-là on fait un travail qui est finalement beaucoup plus proche du travail de l'ovaire, beaucoup plus respectueux mais un petit peu poussé. Ces choix-là se font en fonction de qui on a en face de nous, quelle est vraiment la situation d'IOP, quel est le champ de ressources de l'ovaire et la réalité c'est que souvent pour définir ça, on s'établit aussi beaucoup sur la MH, le comptage folliculaire, les courbes de température, l'évolution des scores aussi dans nos algorithmes, parce que quand vous remplissez par exemple un questionnaire la première fois chez nous, vous allez avoir vos scores, 2 à 3 mois après on va rebilanter, on va voir comment ont évolué les scores et ce qu'on voit c'est qu'en général les personnes qui ont des grossesses ont des scores qui ont beaucoup évolué entre. Donc c'est vrai que pour nous c'est un indicateur de tiens les ressources remontent, on peut envisager quelque chose et on peut envisager quelque chose de fort ou de moins fort. D'ailleurs on a justement une capsule qu'on vous recommande, qu'on a faite sur quelles sont les attitudes en cas d'insuffisance ovarienne lors d'une FIV.